Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission Mark AI, cette émission qui parle des transformations du marketing et de l'IA. Et j'ai la chance d'avoir des invités exceptionnels avec moi aujourd'hui. On va faire un tour de table, on va tous les accueillir ensemble. Hop, 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 je les allume tous. Super, comment allez-vous tous? Bonjour à tous. Bonjour Roxane, bonjour Olivier, bonjour Bonjour à Julien, tous. bonjour Nicolas, bonjour Raphaël. Bon, je suis Bonjour ravi à de vous tous. avoir. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour, là, c'est bonsoir, c'est ça, ça commence. Bon, je suis ravi de tous vous avoir. On va essayer de vous afficher. Est-ce que si je fais comme ça, ouais, c'est mieux comme ça, je vous vois tous. Bon, génial. On va parler pendant 1 heure des grandes transformations du marketing et de l'IA. Je vais quand même faire un tour pour vous présenter mes invités. J'ai la chance d'avoir Roxane Lègle, directrice stratégie et innovation client et performance commerciale du groupe Fnac Darty. Bonjour Roxane. Bonjour. Julien Hervouet, fondateur et CEO de iAdvise. Bonjour Julien. Salut. Nicolas Jambin, Principal Digital et Customer Experience chez Capgemini. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci beaucoup Romain pour ton invitation. Merci Nicolas. Et Raphaël Catan, pardon, avant-dernier, directeur général et associé chez Talenco. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous, merci Romain. Merci Raphaël. Et Olivier Mazuel, tu es fondateur de Bond Partners et un expert et spécialiste en data et en IA. On va voir quel est le lien entre tout ça. Je vous propose de passer tout de suite à la première partie de cette table ronde. On va parler des expérimentations. L'échange va durer 1 heure globalement, donc 11h30, 12h30. Et puis évidemment, l'idée c'est d'échanger, de partager. Et de commencer par parler des expérimentations parce qu'on le sait bien, on lit énormément de choses sur l'IA, mais je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est de contacter et d'être en phase avec des personnes qui ont les mains dans le cambouis et qui en font toute la journée, qui ont des échecs, des victoires, des réussites. Et donc c'est là, je trouve, où on a les meilleurs feedbacks. Donc on commence tout de suite avec cette première partie. Et on va commencer avec toi, Roxane. Donc, tu es directrice stratégie innovation, client performance commerciale chez Fnac Darty. Et effectivement, alors Fnac Darty, c'est un groupe qui est énorme, hein. Sur le papier, on peut se dire, vous faites plein de choses, c'est incroyable. Alors, j'ai pris quelques chiffres. Alors, ils datent de 2022, donc peut-être que ça a encore évolué. Mais sur Internet, on trouve que Fnac Darty, le groupe, c'est 25 000 collaborateurs, c'est 24 millions de visiteurs cumulés par mois. C'est un chiffre d'affaires de 8 millions en 2022. C'est absolument énorme. Et je pense que dans ces enjeux de transformation, surtout quand l'IA arrive, je pense qu'il y a un enjeu majeur qui est de se dire à la fois, il faut qu'on bouge. Et Roxane est partie. Et en même temps, est-ce qu'elle va se reconnecter? Et ça, c'est les joies du live et du direct, c'est fantastique. Bon, alors on va attendre qu'elle se reconnecte. Et peut-être qu'on va passer à Julien, du coup. Écoute, on va être agile. Roxane, vous me voyez plus du tout, nous dit Roxane. Alors, attendez. Hop là, Roxane, je t'ai retrouvé. Voilà. Pardon, Je ne sais pas Roxane. pourquoi j'ai eu un problème de connexion, ça m'a exclu du live, mais je suis bien là. C'est bon. Pardon, désolé. Roxane, on disait que toi, tu travailles au groupe Fnac Darty et dans ces enjeux de grande transformation, c'est vrai qu'il y a un enjeu à la fois de se dire il faut qu'on avance et en même temps, je pense qu'on ne peut pas radicalement changer la boîte du jour au lendemain parce qu'il y a des hommes, des process, des méthodes et puis il faut tranquillement faire infuser l'innovation et la technologie. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, déjà ce que tu fais dans le groupe Fnac Darty et puis nous dire aussi comment tu vois ces expérimentations, qu'est-ce que vous avez testé, sur quoi vous avez mis un peu la priorité? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis directrice en charge de la transformation client et de tous les projets stratégiques globalement en lien, avec tout ce qui touche au client et à la performance commerciale du groupe. En termes de trajectoire d'IA et d'IA générative, en fait, déjà pour commencer, je pense qu'on peut distinguer deux choses. Quand on parle d'IA, il y a l'IA tout court, qui sont en fait des modèles de données qui servent à reproduire des raisonnements humains. Et puis, il y a l'IA générative qui vraiment va consister à produire des contenus. Et donc, en termes de use case et d'expérimentation, déjà sur l'IA, en tant que référence du e-commerce et du retail, en fait, ça fait plusieurs années qu'on investigue l'IA. On a plusieurs cas d'usage qui manipulent nos data au global, nos données clients, etc. On pourrait citer par exemple notre moteur de recherche sur notre site qui est basé sur l'IA et qui permet d'optimiser
justement cette performance e-commerce. Je peux citer également sur le volet SAV, par exemple, le service après-vente, on utilise aujourd'hui l'IA pour optimiser les tournées de nos techniciens et donc limiter au maximum leur déplacement au domicile de nos clients. Donc ça, c'est le volet vraiment IA qui est actif, je dirais, depuis quand même plusieurs années. Et maintenant, on a l'IA générative qu'on regarde de très près depuis plusieurs mois maintenant, comme vous le savez. Et sur ce sujet-là, on a commencé à tester des choses sur les derniers mois en transverse du groupe. 2 exemples en termes d'expérimentation, je dirais, sur la partie client et performance commerciale. Sur la partie client, aujourd'hui, on utilise l'IA générative pour modérer les contenus et les avis clients sur nos sites. C'est quelque chose qui était fait de façon très manuelle. Aujourd'hui, on teste des choses grâce à l'IA générative. Deuxième exemple que je pourrais citer, c'est sur la partie web e-commerce. On expérimente aussi des choses pour générer du contenu sur les pages de nos sites marketplace notamment, pour améliorer la performance et également les détails des fiches articles présents sur nos sites. Donc voilà quelques exemples, mais si je devais globalement résumer, c'est qu'on investigue des cas d'usage autour de plusieurs typologies applicatives, et je pense qu'on y reviendra dans un second temps, mais on regarde de près actuellement des choses autour de la production, de la création, production de contenu. On a des use cases aussi de productivité. Comment est-ce qu'on fait pour automatiser des choses qui avant étaient très chronophages et qu'aujourd'hui, avec l'IA générative, on va repenser complètement. Des use cases de performance commerciale, comme je l'ai cité, mais des scoring, des analyses de la data qui nous permettent de prendre les meilleures décisions à l'instant T. Et en fait, globalement aussi, l'IA générative, elle nous permet d'être plus agile, de tester des choses plus rapidement. Et ça, c'est quand même non négligeable en termes de performance. Ouais, donc en fait, il y a vraiment cet enjeu de comment en interne on arrive à trouver de la productivité, à la fois auprès des collabs, et là tu parlais effectivement de comment est-ce qu'on arrive à produire des contenus de plus en plus, et puis à l'externe, effectivement, auprès des clients, et effectivement cet enjeu d'aller. Alors c'était intéressant ce que tu disais sur les commentaires, et effectivement le fait de modérer, et le fait de pouvoir à la marge pouvoir trier un peu dans ces commentaires. Car en tout cas, on voit qu'il y a vraiment alors il y a plein d'expérimentations. Il y a pas mal de choses qui se testent, et effectivement, est-ce que vous avez un process? Est-ce que vous vous dites, bah voilà, on se donne X temps pour réussir à avoir un succès? Ou est-ce que vous avez une forme de priorisation? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de business units qui viennent vous voir pour vous dire, on veut tester plein de choses. Comment vous faites pour faire le tri et pour prioriser? Parce que c'est ce que tu me partageais quand on préparait cette émission. Tu dis, en fait, on a l'impression que Fnac Darty, c'est un énorme groupe, on peut tout faire. Mais en fait, on n'a pas un budget illimité, et donc il faut qu'on priorise. Comment vous le faites, vous, cette priorisation? Oui, tout à fait. Déjà, nous, on a un peu une philosophie en interne, c'est qu'on fait pas de l'innovation pour faire de l'innovation. Parfois, on a l'impression que certains grands groupes testent des choses un peu à visée marketing, voilà, pour dire de tester des choses. Nous, on va tester si et seulement si derrière ça répond à un besoin métier et qu'il y a vraiment voilà, c'est vraiment du pragmatisme. Et deuxièmement, en fait, on va tester des choses qui servent à une transformation. Donc il y a vraiment le comment, là c'est plutôt l'innovation pragmatique, et le pourquoi. Et le pourquoi on utilise l'IA générative aujourd'hui, c'est pour transformer et pivoter encore plus vers nos clients. Okay. Et donc c'est sous ces deux conditions, j'ai envie de dire qu'on va innover. Et ensuite, peut-être qu'on y reviendra par la suite, mais on va plutôt favoriser des cas d'usage dans un premier temps assez simples, puisque l'IA générative, il y a des risques, il y a des limitations qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais on va d'abord favoriser des tests sur des cas assez simples et après monter en complexité et aussi en risque pour nous, puisque par exemple, manipuler de la data client, aujourd'hui, nous, d'un point de vue même éthique, on ne l'autorise pas. C'est très compliqué aujourd'hui étant donné les risques associés. Donc, on va plutôt favoriser, par exemple, des cas d'usage qui ne vont pas dans cette direction-là. Ok, il y a des choix presque éthiques qui sont faits, c'est hyper intéressant. Ok, merci Roxane pour cette entrée en matière, et de voir effectivement toutes les transformations qu'il y a dans le groupe Fnac Darty. Je me dirige maintenant vers Julien. Julien, tu es CEO, tu es fondateur de iAdvise. Alors iAdvise, on vous connaît déjà parce que c'est une très belle entreprise qui a plusieurs années. C'était créé en 2010, je crois. Et effectivement,
tout l'enjeu pour vous depuis le départ était de dire il faut rendre les marques conversationnelles et donc réussir à faire en sorte d'avoir, on vous connaît via les petits les chats qui s'ouvrent sur les sites de e-commerce. Évidemment, pour en arriver là, il y a beaucoup de travail en amont et vous êtes une très belle équipe qui se développe. Toi, tu as la chance effectivement d'être au contact de pas mal de retailers, d'entreprises, de vendeurs. Comment tu vois, toi, cette évolution? Qu'est-ce qu'on te demande le plus? Quels sont les usages qu'on te demande le plus? Et qu'est-ce qui, toi, ou vous, chez Advice, vous intéresse le plus avec cette IA générative pour, dans quelle direction vous allez? Et puis, je crois que vous avez expérimenté pas mal de choses avec Cdiscount. Si tu veux nous partager cette expérimentation qui est hyper intéressante. Oui, Romain, effectivement, tu l'as dit. Donc, iAdvise, c'est un pionnier et leader du commerce conversationnel. On accompagne des centaines d'e-commerçants pour lesquels l'année dernière, on a généré un peu plus d'1 milliard de revenus. On répond à une problématique assez simple, qui est que le e-commerce, dans sa forme actuelle, dysfonctionne avec des taux de transformation qui varient de 1 à 3%. Et on a démontré sur les 10 dernières années très largement qu'en fait le commerce conversationnel, donc la conversation, la capacité de conseiller, d'accompagner un client dans sa démarche d'achat, amène un incrément significatif de performance puisqu'on a des taux de conversion qui sont 10 fois supérieurs. Okay. Et pour aboutir à ce résultat, on avait des conversations qui jusque-là ne pouvaient être qu'humanisées. Parce que sur des questions et des problématiques avant-vente, l'automatisation sur les technologies d'IA conversationnelle précédentes n'amenait pas satisfaction. Et en fait, l'IA générative amène à un changement de paradigme extrêmement profond. Donc, elle bouleverse l'industrie du conversationnel dont iAdvise fait partie. Et c'est un sujet dont on s'est saisi très tôt dès fin 22. Avec effectivement, tu l'as dit, une première expérimentation qui, je pense, fait partie des premières mondiales où on a mis l'IA générative au contact direct du client final. C'est Cdiscount qui a accepté de nous suivre dans ce déploiement à cette expérimentation. Et les résultats qu'on a obtenus ont été extrêmement impactants. Puisqu'en fait, on a des taux de transformation de l'ordre de 24-25%, avec des taux de satisfaction qui sont 3 fois supérieurs aux taux de satisfaction qu'on obtenait sur des bots d'ancienne génération, très proches des taux de satisfaction qu'on observe traditionnellement lorsque ce sont des conseillers qui répondent. Donc très vite, on a compris que l'IA générative allait amener un bouleversement majeur et allait surtout en fait permettre aux marques de libérer leur potentiel conversationnel qui autrefois était extrêmement limité et contraint. On comprend aisément au travers de contraintes assez héroïstes. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'était le test que vous aviez fait effectivement où tu partageais des comparaisons entre des résultats ou en tout cas des réponses que pouvaient donner des conseillers et puis effectivement ce que vous avez testé avec l'IA et voir parce que l'écueil est intéressant, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller vers de la performance et vous avez plutôt une conclusion qui était hyper intéressante sur comment travailler avec cette IA. Ouais, alors tu fais référence en fait toutes premières expérimentations qu'on a pu mener début en fait du premier trimestre de l'année dernière, où on a commencé en fait à rejouer des conversations qui avaient eu lieu entre des vrais clients et des vrais conseillers, pour comparer en fait la réponse apportée par l'IA générative. Et en fait, sur une centaine de conversations, on a rejoué sur un case client qui est Samsung, en fait. En fait, 80% des réponses qui étaient apportées par l'IA étaient aussi bonnes que celles apportées par un conseiller. Dans 10% des cas, les réponses étaient meilleures. Meilleures parce qu'en fait, plus précises, plus concises, parfois plus justes. Et dans les 10% restants, pour ceux qui ont fait les maths, en fait, les réponses étaient très problématiques. Très problématiques, c'est-à-dire, en fait, on touchait à ces fameuses limites liées aux hallucinations.
Et donc, on s'est dit, en fait, si on veut rendre l'IA générative opérable dans un contexte d'expérience client, il faut faire en sorte que ces 10% deviennent 1% et que ces 1% deviennent 0,1%. Et c'est ce sur quoi on a œuvré toute l'année 2023 pour créer la première IA générative de confiance dédiée au e-commerce. Et effectivement, vous avez sorti donc votre site internet est tout rebrandé autour de ces enjeux-là, effectivement, et vous avez sorti un guide sur le sujet. C'est hyper intéressant de voir effectivement comment vous arrivez à pivoter sur ces sujets et puis effectivement comment on génère de la conversation autour de ces sujets. Merci Julien, on reviendra de toute façon à chaque fois vers vous. L'idée, c'est pour l'instant déjà de comprendre un peu à la fois ce que vous faites, parce que certains ne vous connaissent pas encore, et puis surtout de voir les cas d'usage que vous faites. Je voudrais donner la parole maintenant à Olivier, qui est fondateur de Bond Partners. Quels sont pareil, un peu la même question que Julien finalement. Toi, tu es expert de la data. Quelles sont les grandes questions que tes clients te posent et les grands sujets, toi, d'expérimentation que vous menez en ce moment avec la donnée? Alors, c'est vrai que je suis expert sur la partie data, sûrement sur la practice marketing. C'est vrai qu'on voit en fait, il y a une démultiplication aujourd'hui des cas d'usage au sein de l'entreprise, et si on prend un petit peu de recul, et si on sort un petit peu du marketing, on s'aperçoit que ça irrigue en fait, parce que cette matière, en fait, cette expertise IA, en fait, irrigue tous les secteurs et irrigue en fait tous les services au sein des entreprises. On voit beaucoup de cas d'usage sur la partie RH, on voit beaucoup de cas d'usage sur la partie supply chain, bien sûr sur la partie digitale, sur la partie finance. Donc c'est une matière qui est transverse, hein. Beaucoup de cas d'usage en effet qui se développent sur toutes ces pratiques. Si on refocus maintenant sur la partie marketing, c'est vrai qu'on a vu arriver depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, un gros prisme en fait sur l'IA générative, mais c'est vrai que Roxane en parlait, l'IA c'est présent dans l'entreprise depuis 10-15 ans maintenant. Il y a beaucoup d'IA qu'on peut, je sais pas comment on peut l'appeler, l'IA classique, hein, sans la dévaloriser, en fait, qui permet en fait d'aborder des sujets en fait prédictifs, hein, sur lesquels en fait il y a déjà un niveau d'expérimentation et des résultats et des performances qui sont prouvés en fait sans ambiguïté. Donc ce sujet en effet est extrêmement présent. Je pense que moi, par rapport à cette dimension de cas d'usage, je voudrais vraiment plus pointer du doigt comment en fait aboutir des cas d'usage en effet de manière optimale et efficace. Et je pense que le gros du sujet en fait se situe vraiment très en amont. On parlait tout à l'heure du besoin métier. Je pense qu'il faut vraiment en fait se centrer sur le besoin de métier, se détacher le plus possible en effet de la partie technique et de la partie expertise, qui est très vite en fait pointu, pour avoir vraiment un cadrage très clair en fait et très précis des besoins. Et je pense que l'enjeu il se situe beaucoup à ce niveau-là. Et ça signifie en fait en prérequis que la notion d'acculturation des métiers des collaborateurs est fondamentale en fait. Et ça, je crois qu'on en reparlera par la suite. Donc la notion de cadrage elle est très importante, et le cadrage en fait c'est bien évidemment de se positionner sur le besoin client final, bien évidemment, mais aussi modéliser économiquement. Il y a beaucoup de POC, en effet, il y a pas mal de chiffres qui ont traîné, 20-30% des POC qui aboutissaient, et je pense que c'est beaucoup lié au fait que en fait, c'est mal modélisé économiquement et que le côté scalable et monté à l'échelle en fait n'avait pas été projeté. Donc je pense que ça aussi c'est un enjeu qui est extrêmement fort. Donc vraiment se concentrer, j'ai envie de dire, le poids du corps et le temps passé, je pense il faut véritablement le mettre en amont. Après, derrière, on va dire la puissance de frappe de l'IA qui va extrêmement vite au jeu avec des performances qui sont juste incroyables. J'ai envie de dire, ça va suivre après derrière. Mais l'enjeu, il est beaucoup en fait sur l'amont, et je pense que c'est une clé de réussite, un facteur clé de réussite en effet des projets autour de l'IA. Ok, merci beaucoup Olivier. Alors c'est vrai que ça rejoint ce que va nous partager Nicolas, parce que Nicolas, tu travailles chez Capgemini, et donc tu travailles sur cette expérience client. Et puis toi, quand on préparait, tu me disais, c'est vrai, en fait, on oublie parfois le sujet de la data,
Alors qu'en fait, il est au cœur, hein, Roxane en parlait effectivement de la notion de data. Toi, comment tu le vois, ces expérimentations? Surtout Capgemini a sorti un guide il y a quelques jours, hein, autour des transformations du marketing avec l'IA, donc c'était parfait, ça m'a permis de me nourrir pour cette émission. Est-ce que tu peux nous partager peut-être, vous, votre vision des choses, comment vous travaillez avec les clients, peut-être les demandes qui vous sont faites, parce que je pense qu'il y a des demandes un peu spécifiques, ou alors est-ce que ça part dans tous les sens? Et puis peut-être nous partager un ou deux cas d'usage que vous avez, ou expérimentations que vous avez pu mener avec Capgemini. Oui, tout à fait. Disons que là, déjà, il faut quand même prendre conscience du fait que 2023, c'était l'an 1 de l'IA générative. Donc, il y a eu beaucoup d'expérimentations et je pense qu'on est loin d'avoir encore puisé toutes les possibilités de cette nouvelle technologie qui va se diffuser un petit peu dans tous les métiers. Mais bon, revenons à notre sujet. Nous, de toute façon, étant une entreprise technologique, l'IA générative et l'IA en général sont des sujets extrêmement importants pour Capgemini, qui a été très réactive là-dessus. Nous, on a déployé une centaine de sujets chez nos clients, de choses très concrètes en 2023 autour de cette technologie. Il faut savoir que Capgemini a investi 2 milliards de dollars sur l'IA générative sur 3 ans. Aujourd'hui, on a à peu près 30 000 data scientists et spécialistes de l'IA avec un objectif de monter à 60 000. Et puis aussi, comme ça a été dit avant par Olivier notamment, d'upskiller aussi l'ensemble de nos équipes sur ces sujets-là, puisqu'il n'y a pas que les gens qui programment les robots, etc. Il y a tous les gens qui vont les utiliser, il y a tous les gens qui vont devoir aussi faire la taxonomie des données, parce que l'efficacité d'un robot conversationnel, par exemple, elle va être directement liée à la qualité de la donnée. C'est-à-dire, quand tu arrives dans une entreprise où il n'y a pas de données clients, il y a une ressource documentaire qui n'est pas forcément très bien structurée, ça va être très difficile de produire des cas d'usage intéressants. Donc, la première des choses, c'est d'avoir des données qui sont structurées, qui sont fiables et qui sont mises à jour en temps réel. Ça, c'est vraiment la base. Au cours des décennies précédentes, il y a eu le big data, il y a eu différentes choses. On ne savait pas toujours trop quoi faire de toutes ces données qu'on récoltait. Il y a eu beaucoup de choses au niveau du CRM, de la donnée client, de la connaissance client. Et maintenant, on peut utiliser tout ça si ça a été bien, si le processus amont a bien été réalisé pour faire des choses intéressantes. Donc, je vais te citer un exemple très concret qui a été réalisé pour l'aéroport d'Heathrow, où on a en fait déployé un assistant. On parle beaucoup des copilotes, etc. Je pense que c'est quand même un des cas d'usage les plus probants aujourd'hui à ce stade de déploiement de la technologie. Donc, qui va assister le voyageur avant, pendant et après son voyage. Donc, ça va être, par exemple, la possibilité de demander à l'assistant de proposer différentes solutions pour me rendre de mon domicile à l'aéroport. Les horaires de train, pouvoir le réserver en direct, ou pouvoir réserver un taxi ou une société de VTC pour pouvoir réaliser ça. Et puis après, de pouvoir réagir aussi à d'autres événements en fonction de l'heure à laquelle j'arrive, de pouvoir faire des propositions de restaurants. Si j'ai un vol annulé, par exemple, de pouvoir me dire, voilà, votre vol est annulé, il partira que demain, voilà les autres vols qui sont à votre disposition. Proposer différents choix, voilà les hôtels dans lesquels vous pouvez aller si d'aventure vous êtes obligé de passer la nuit à l'aéroport. Et puis voilà aussi un message tout préfet pour aller prévenir votre employeur, votre famille, enfin tous les tiers qui pourraient être impactés par cette annulation ou ce retard de vol. Et également la possibilité d'avoir un premier brouillon pour faire une réclamation auprès de la compagnie pour avoir un remboursement, ce genre de choses. Donc voilà un petit peu ce qui a été mis en place à Heathrow, et je pense que ça illustre assez bien
ce qu'on peut faire. Il y a eu d'autres choses qu'on a fait pour des resorts, mais peut-être j'en parlerai un petit peu plus tard. Un peu de teaser. Voilà, exactement. Bon, hyper bien. Et effectivement, alors en fait, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que là, on se rend bien compte avec l'exemple qu'il faut de la data pour derrière, enfin de la data en temps réel pour pouvoir effectivement accompagner, conseiller. Et puis peut-être que ce qui change par rapport à avant, c'est qu'avant, c'était peut-être un envoi de données brutes, c'est-à-dire voici les 3 possibilités qui étaient dans une base de données. Là, il y a peut-être l'enjeu conversationnel qui est intéressant, et puis la compréhension peut-être de la question qui est posée pour apporter un niveau de détail un peu plus important. Alors effectivement, le fait d'interagir avec la machine en langage naturel, c'est aussi ça la révolution par rapport à ce qu'on a pu avoir avant. Mais finalement, c'est vrai qu'on nous vend un petit peu la GenAI comme une révolution, mais il faut voir ça dans un continuum. C'est la continuité de choses qui se mettent en place déjà depuis plus de 20 ans. Et donc voilà, là, c'est la dernière évolution. Je pense qu'elle a eu beaucoup d'impact parce que c'est la première fois qu'elle était accessible au grand public. Et je pense que pour les gens qui suivent ça depuis un moment, on est plus dans une continuité que véritablement un moment de bascule. Ok. Bon, merci Nicolas. Donc du coup, j'ai bien compris le teasing. Tu vas pouvoir continuer parce qu'on refera un tour après. Et puis on va terminer ce premier tour de table avec Raphaël Catan. Raphaël qui est directeur général associé de chez Talenco. Et chez Talenco, ce qui était intéressant, c'est que vous êtes créé avec cette transformation digitale il y a, je sais pas, je dis une bêtise, 10 ans peut-être, 8-10 ans. 12 maintenant. À force de dire 10, ça fait 12, mais, bon, mais voilà. on est encore jeune. Et donc, il y avait cet enjeu de transformation digitale. Et puis ensuite, vous vous êtes déporté sur les transformations d'organisation, de gouvernance, avec principalement tout un travail autour des OKR qui était hyper intéressant. Et puis, effectivement, là, il y a eu quelques jours, vous avez refait une conférence pour parler des transformations avec l'IA. Et puis, c'est intéressant ce que vous disiez. Vous disiez finalement, on se retrouve avec les mêmes concepts ou les mêmes réflexes, je dirais, que quand il y avait la transfo digitale, qui était de se dire finalement, bon, bah, il faut qu'on accompagne les personnes, il faut qu'on les forme, il faut qu'on les monte en compétences, il faut qu'on priorise. Et effectivement, ce parallèle est intéressant. Et puis Raphaël, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu étais au NRF, du coup, à New York, il y a quelques jours. Donc, du coup, ma question va être double, un peu comme tous nos invités. Premièrement, déjà, est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, comment tu perçois l'IA, et puis quelles sont peut-être les demandes qui se sont faites par tes clients, encore une fois, pour comprendre un peu où on en est. Et puis, le NRF, nous dire un peu, toi, comment tu l'as vécu, ce que tu as vu. C'est vrai que c'est toujours ces grands salons, on a l'impression, comme disait Nicolas, tout d'un coup, ce truc sort, et c'est, alors que c'était là, sous-jacent depuis quelques temps. Mais qu'est-ce que tu as vu, toi, et comment tu l'as vécu ? Eh ben, je vais commencer, Romain, par cette question, effectivement. Donc, je suis allé à New York au NRF Retail Big Show. Pour les personnes du retail qui sont là, vous le savez, c'est la grande messe du retail en début d'année, 40 000 personnes, des milliers d'exposants, etc. Ce qui est intéressant, alors évidemment, l'IA et l'IA générative, et merci Roxane d'avoir bien, en introduction, expliqué la différence entre les deux, c'est important, était au cœur de toutes les conversations, bien évidemment. En disant, quelque part avec un discours de vérité, en disant effectivement l'IA classique des algorithmes prédictifs en exploitant la data, notamment au service de la supply chain, de la connaissance client, c'est une technologie qui est assez mature et finalement il y a beaucoup déjà de cas d'usage dans le retail qui sont appliqués et qui apportent de la performance et de l'efficience aujourd'hui. Et effectivement, la nouvelle frontière, c'est les IA génératives. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a... c'était au cœur des conversations. Toutes les enseignes font des expérimentations, mais il n'y a pas de surpromesse. Il y a même le patron de Kroger qui disait attention, collectivement, ne retombons pas dans l'optimisme BA qu'on a eu quand on a vu l'émergence des réseaux sociaux en 2008. Ne retombons pas dans cette vision que le e-commerce allait totalement nous sauver. C'est une technologie, c'est des usages intéressants, mais il n'y a pas cet optimisme BA. Donc ça, c'est une première chose. Il y a Marc Benioff, le patron de Salesforce, qui a dit un peu provoque dans une keynote est-ce qu'on va laisser, alors il était vulgaire, désolé, je répète, est-ce qu'on va laisser la même merde arriver avec les IA génératives qu'on a fait avec les médias sociaux? Sous-entendu, c'était censé rendre le monde meilleur et finalement ça a empiré le monde. Donc attention à faire de l'IA générative, de ne pas en faire un produit de plus qu'on va vendre, mais vraiment quelque chose qui aide à mieux servir les clients, à mieux servir l'expérience collaborateur, etc. Alors bon,
C'est Marc Benioff qui le dit, patron de Salesforce. Il a quand même fait sa fortune en vendant des produits autour de la data à tout le monde, donc à suivre. Moi, je demande qu'à voir. Les cas d'usage d'enseigne, il y en a beaucoup, mais ça rebondit un peu sur ce que Julien racontait avec ses discounts, ce que Roxane disait aussi autour des moteurs de recherche conversationnels, beaucoup de choses sur les moteurs de recherche conversationnels. Beaucoup de cas d'usage, effectivement. J'ai bien aimé ce que Roxane disait sur production, productivité, performance. C'est vraiment les cas d'usage dans le retail tournent autour de ça. Il manque plus qu'un P, on refait les 4 P du marketing. Roxane, il faudra qu'on le trouve. Tu as dit priorisation, après peut-être que c'est le 4e P. Ah, oui. Ce qui est intéressant, c'est donc des cas d'usage, on reviendra sûrement dessus et on va tourner autour, donc je ne redétaille pas là. Évidemment, toutes les startups qui faisaient de la tech en général, et il y a beaucoup de startups françaises, il y avait 42 startups françaises qui viennent au NRF, ont toutes rajouté la couche IA générative dans leur discours parce que sinon ils ne sont pas audibles, parfois de manière authentique, parfois c'est clairement de l'IA washing, donc méfiance. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est Kate Anctil du cabinet GDR, qui est une futurologue qui chaque année fait ses prédictions pour les années à venir et qui est assez fiable et assez construite, qui conclut par demain, probablement que tous les sites web et toutes les applications seront représentés par un agent conversationnel. Alors, méfiance à la fois, parce que souvenez-vous, en 2018, avec l'émergence du commerce conversationnel et de la voix avec Alexa, etc., on se disait qu'à l'horizon 2020-2021, tout serait piloté par la voix et il n'y aurait plus d'interface. On a vu ce que ça a donné. Bon, là, vu la maturité de la technologie et la qualité, effectivement, que soulignait Julien, notamment tout à l'heure, sur l'IA génératif et la vitesse à laquelle ils font des progrès, oui, je pense que la conversation naturelle et que les interfaces soient représentées par des agents conversationnels, moi, j'ai tendance à y croire et à être assez optimiste là-dessus. Mais voilà, encore une fois, pas de suroptimisme. Méfiance. Et puis, dernière chose, effectivement, la prudence. Je rebondis aussi sur ce que Roxane disait. Ils s'interdisent chez Fnac Darty, d'utiliser la data client pour l'instant parce que c'est trop sensible. Beaucoup de patrons d'enseignes aux États-Unis ont dit la même chose, avec notamment Saks Fifth Avenue, qui dit qu'il faut être vachement prudent et il y a des frontières qu'on n'explorera pas tant qu'on n'a pas tout sécurisé, dont la data client, bien évidemment. Bon, merci beaucoup Raphaël. Et bah écoute, finalement, c'est un peu comme si on était avec toi là au NRF. C'était hyper intéressant ce petit résumé. Écoutez, je vous propose qu'on passe, que le temps file, c'est incroyable, merci. On passe à la deuxième partie de cette table ronde. Et on va reprendre avec Julien, donc CEO d'iAdvise. C'était hyper intéressant. Merci Raphaël pour ce sum-up du coup là du NRF, parce que finalement ça fait un lien hyper intéressant avec ce que va nous partager Julien. C'est vrai qu'on a l'impression finalement à l'époque où il y avait cette transfo digitale que c'était un peu grand groupe contre start-up et c'était les start-upers qui vont hyper vite, qui ont envie de casser plein de choses, et puis c'était Move Fast, Break Things, je crois que c'était le truc de Facebook, et en même temps il y avait ces grands groupes où on avait l'impression que c'était compliqué et que là, comment tu perçois ça? Est-ce qu'il y a de nouveau cette concurrence entre les deux? Roxane est de nouveau partie. Hop, elle est là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne bouge pas, mais je suis déconnectée. Bon, pardon. Bon, t'inquiète pas, maintenant j'ai compris où était le bouton pour te faire revenir. Et donc, Julien, voilà. Est-ce que tu vois de nouveau cette confrontation-là? Et puis, peut-être on peut déjà commencer à avancer. Raphaël disait, effectivement, on est sur une évolution des interfaces de plus en plus conversationnelles. Je crois que c'est quelque chose que vous portez chez vous, chez Advice, cet enjeu de quelle est la bonne interface et comment on développe de nouvelles interfaces pour réussir à créer cette conversation et de la valeur dans la conversation. Je ne crois pas qu'il y ait de confrontation à proprement parler. J'ai le sentiment que le sujet est tel que toutes les entreprises du monde entier sont en train de s'en saisir. Naturellement, elles le font à des rythmes qui sont différents et avec des cahiers des charges qui sont différents. Tout à l'heure, on parlait de l'adoption et du respect de la confidentialité de la donnée client. C'est l'obsession des grands groupes. Naturellement, ils sont obsédés par la protection de leurs données, la protection de leurs clients, la protection de leur image de marque. Et en fait, l'IA générative, c'est un peu comme
le feu chez les enfants. Hein. Ils ont tous envie de jouer avec, mais ils en ont tous très peur, quoi. Donc, les startups ont, disons, une aversion au risque beaucoup plus limitée, une capacité à aller vite, et donc elles se saisissent de sujets. Elles sont en train d'inventer les applications futures. iAdvise en fait partie. Et les grands groupes vont finalement déployer les produits, solutions et services qu'inventent les startups. Et par ailleurs, en fait, l'observation qu'on fait, c'est que le sujet est tellement stratégique qu'il est à l'agenda de tous les COMEX des grands groupes. Et naturellement, il cascade au sein soit des cellules innovation, mais aussi du métier directement qui s'empare du sujet. Ne pas s'en emparer demain, c'est laisser la concurrence construire un avantage concurrentiel. Les gains de productivité sont tels qu'ils ont un impact économique, notamment en termes de points de marge, qui, si on ne se penche pas et si on ne va pas sur ce sujet, rend l'entreprise et son futur, en tout cas, le met dans une situation très difficile. Voilà. Sur le sujet de la deuxième partie, sur les interfaces conversationnelles, c'est intéressant cette référence au VoiceBot. Je crois qu'en fait, on a tous une conviction assez forte que l'interface d'interaction naturelle de l'homme, c'est la conversation. C'est la voix, c'est le texte. Et finalement, on a parlé avant d'écrire et on a écrit avant de cliquer. On a construit des interfaces qui se sont complexifiées puis simplifiées pour gérer les interactions homme-machine. Aujourd'hui, l'IA générative va enfin rendre l'interaction homme-machine conversationnelle. Je pense que c'est ça la différence majeure, c'est qu'en fait, ça y est, ça marche, quoi. Ça marche quand même bien, en fait. Et on a tous vécu ce moment. On a tous vécu ce moment où on a joué avec ChatGPT et en fait le lapin sort du chapeau, quoi. C'est magique. Ça marche, ça répond bien, quoi. Et ça, c'est transformatif pour l'avenir des interfaces. Et nous, notre conviction, et c'est celle qu'on porte et qu'on défend, qui est partagée aussi par un certain nombre d'analyses, c'est que les marques, les entreprises vont déconstruire leur site web, leurs applications mobiles, pour les rendre conversationnelles. Ça va prendre du temps, mais c'est ce vers quoi on se dirige. Ok. Et effectivement, peut-être que c'est sur ces enjeux de conversation, pour vraiment être sur la voie, alors, il y a l'app ChatGPT qui fonctionne déjà pas mal. Peut-être qu'il y a une attente aussi que Apple, en juin, à la WWDC, sorte un nouvel OS qui permet du coup de vraiment donner le plein potentiel à Siri, et peut-être que les agents conversationnels qu'on va avoir un peu dans notre maison vont se développer aussi. Et peut-être que voilà, tout le marché va se mettre en branle pour que tout d'un coup ça devienne quelque chose de naturel. C'est pas que le e-commerce et le retail qui va aller dessus, c'est finalement un usage tellement global que le retail va suivre. Je pense que ce qui va produire l'adoption majeure, ce sont les outils et solutions que propulse Microsoft, qui est l'OS le plus répandu au monde, avec sa suite bureautique qui est la plus adoptée au monde et qui intègre ces fameux copilotes. Et qu'en fait, là où on pouvait par le passé mettre 1 heure, 2 heures pour construire un tableau Excel, avec une instruction rédigée en 1 minute, on arrivera à ce résultat. Et ça, réellement, ça va provoquer un changement assez majeur dans l'adoption et l'usage de ces copilotes et de ces interactions conversationnelles que l'homme aura avec la machine. Merci Julien, hyper intéressant. On va aller voir Roxane maintenant, de la Fnac Darty, groupe Fnac Darty. Roxane, c'est intéressant parce que du coup Julien disait effectivement il y avait cette dichotomie start-up grand groupe avant. Aujourd'hui effectivement, alors c'est vrai qu'avec Julien quand on préparait d'ailleurs, on se parlait du Covid en disant peut-être que c'était un des enjeux aussi des grands groupes d'aller hyper vite pour pouvoir vraiment réussir à passer cette barrière presque technologique où tout le monde est passé en télétravail, comment on sécurise la data, comment est-ce qu'on arrive à informatiser et à développer les usages. Chez Fnac Darty, comment tu le vois, toi ? Est-ce que
tu as l'impression que vous allez hyper vite et que finalement, VS il y a 10 ans, c'est plus du tout les mêmes usages et ça se développe comme tu le souhaites? Ou est-ce que tu te dis finalement, et c'est normal, et tu en parlais d'ailleurs sur la data client, bah, on a des freins et c'est normal et on y va tranquillement et finalement, on va gentiment suivre les évolutions du marché et on va se développer le plus naturellement possible. Comment tu le perçois, cette évolution, toi? Moi, je partage ce que disait notamment Julien tout à l'heure, c'est se dire que en fait, si aujourd'hui on ne teste pas, on prend du retard. Voilà, ce qui est aujourd'hui comme un facteur de différenciation nice to have, j'ai envie de dire, demain, ça sera une dette si on ne se saisit pas de ces sujets. Donc, je pense qu'il y a un premier point qui est de dire pourquoi est-ce que tous les retailers à minima expérimentent. C'est parce que quand même, contrairement par exemple au métavers ou au NFT, on voit les usages concrets, on a des gains concrets, là où par exemple métavers, on n'a jamais forcément réussi à craquer le modèle de rentabilité derrière. Je pense que si on parle de tendance un peu marché, il y a quand même une préoccupation aujourd'hui des retailers au global, hein, c'est que c'est bien de tester, ce qui est plus difficile, c'est le passage à l'échelle. Et c'est aujourd'hui le point que moi j'identifie comme étant un peu bloquant. C'est de se dire, une fois qu'on a testé, une fois qu'on a démontré sur des petites volumétries de data et des petits cas d'usage, comment est-ce qu'on fait en sorte de généraliser ces gains? Est-ce que quand on passe à l'échelle, justement, on n'a pas des risques qui apparaissent, qui n'apparaissaient pas forcément quand on était sur une plus petite volumétrie, et comment on les maîtrise? C'est cette partie-là qui, pour moi, est encore une grosse incertitude et qui fait que aujourd'hui, on reste sur finalement des cas un peu petits et mineurs et pas forcément au niveau où on les attend et on les attendra dans plusieurs années. Et après, une fois qu'on a dit ça, je pense que quand on réfléchit à ce changement, on a parlé beaucoup des cas d'usage. Je pense qu'il y a aussi deux autres choses qu'il faut vraiment considérer, c'est comment est-ce qu'on conduit le changement, comment on embarque les collaborateurs dans ces évolutions. Et la deuxième chose, c'est comment on maîtrise les risques sur la conduite du changement. Nous, alors on a bien évidemment une ligne directrice par le haut, mais ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qu'on fait, ce qu'on est en train de mener, c'est de doter chacun de nos collaborateurs de ces outils pour qu'ils expérimentent, pour qu'ils testent et puis aussi pour qu'ils remontent les idées, puisque pareil, on le partageait au début de l'émission, en fait, il faut que ces usages répondent à des besoins métiers, des besoins clients. Et donc, en donnant les clés à nos collaborateurs de maîtriser ces outils, on identifie aussi des champs à explorer. Et donc, je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui est aussi très caractéristique chez nous, c'est qu'on a envie d'être participatif. C'est vraiment un groupe qu'on emmène dans cette direction-là. Et sur la deuxième question qui se pose, qui est la gestion des risques, les risques et les limites, des hallucinations, c'est plutôt des limites. Les risques, c'est plutôt les risques cyber, les risques de data client, etc. Nous, on va choisir des solutions qui sont compatibles et qui permettent d'adresser ces risques-là. Vous savez, il y a plusieurs façons de faire l'IA générative. On peut passer à des solutions totalement externalisées d'un côté du prisme et puis à l'autre côté du prisme, on développe notre propre modèle de data. C'est aussi quelque chose à avoir en tête. Il y a plusieurs façons de faire l'IA générative et en fonction des risques qu'on veut modérer, plusieurs façons de le faire et choisir des solutions qui sont adaptées. Voilà, donc c'est peut-être un peu les différentes perspectives qu'on a sur l'IA. Ouais, c'est intéressant. On va revenir avec Nicolas Olivier, effectivement, sur cet aspect-là qui est hyper intéressant de comment est-ce qu'on arrive à limiter cette course à la donnée, déjà pour des enjeux écologiques, et puis surtout pour réussir à avoir une pertinence dans on va l'appeler le GPTs, en tout cas l'intelligence artificielle dédiée effectivement à un métier ou à un secteur. Merci Roxane. Tu parlais de gouvernance, alors du coup je vais donner la main à Raphaël parce qu'effectivement ça fait partie des enjeux que Raphaël embrasse au quotidien avec ses clients. Comment tu vois effectivement cette transformation particulièrement, alors moi j'ai envie de t'amener sur les enjeux de gouvernance dans les entreprises retail. On l'a compris, le temps c'est de l'argent. Il y a Roxane disait, on met dans les mains des collaborateurs l'IA pour voir comment ils l'utilisent, pour voir est-ce que, hier je discutais avec quelqu'un qui me disait, je développe des super-héros du coup avec l'IA pour que mes collaborateurs puissent avoir des assistants personnels. Donc le temps c'est de l'argent. Comment dans les gouvernances d'entreprise tu vois les choses bouger en fait avec ces IA?
C'est exactement ça. Enfin, c'est rebondir sur ta question. Est-ce que Roxane disait, il faut faire des tests, mais on est rentré dans l'ère du retail de l'efficacité et de l'efficience. On ne parle plus au NRF, on parlait quasiment plus de transformation, mais d'efficacité et d'efficience. Donc, comment on passe d'époque, des expérimentations qu'on fait, des proof of concept, rapidement à finalement du gain de productivité ou de l'efficience en termes de relations clients, etc., chiffrés. Et c'est le vrai sujet et c'est ça que les retailers se posent comme question. Moi, j'ai un client qui, dans le tourisme, je ne citerai pas qui s'est fixé comme résultat clé dès début 2023, voyant les IA génératives arriver, de faire des économies de 7 millions d'euros par an de développeurs en Inde. Le Chief Data Officer est un Indien, donc c'est pas... voilà, il l'a fait en toute connaissance de cause et il a dit normalement on peut économiser dès cette année 7 millions d'euros. Donc vraiment du POC à est-ce qu'on va vérifier opérationnellement qu'on fait de l'efficience et de l'efficacité. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, comme on est quand même dans une technologie pas encore tout à fait mature, que peut y avoir des hallucinations, que pour des grands groupes, il peut y avoir des enjeux réputationnels. On voit qu'il y a beaucoup de tests qui sont plutôt faits en back-office, pas en frontal sur les clients, mais sur des enjeux juridiques, sur des enjeux RH, où il y a toujours quelqu'un qui relie l'IA générative. Finalement, c'est le brouillon, c'est le travail du stagiaire, entre guillemets, qui est relu par des plus seniors. Beaucoup de choses autour de l'expérience collaborateur, où finalement, on va donner une app aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'y retrouver dans les avantages, etc. Bon, si à un moment ou un autre, l'IA déconne un peu, c'est pas non plus la fin du monde. Donc, cette efficience, cette recherche de performance et d'efficience, le temps que la technologie soit mature et que ce soit vraiment visible massivement auprès du client final, ça se fait plutôt en back-office. Mais encore une fois, avec une recherche de résultats chiffrés beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait pu voir par le passé sur d'autres innovations. Ok. Et effectivement, un enjeu au sein des entreprises de former les personnes pour réussir à ce que chacun puisse s'en saisir. Parce que Roxane disait effectivement, il faut que chaque collaborateur puisse avoir accès et l'utiliser. Mais je pense qu'effectivement, il y a un enjeu de les accompagner. Et effectivement, en préparant aussi avec Roxane, il y avait cet enjeu de se dire, alors tiens Roxane, je te remets, hop, je te remets là, où tu me partageais effectivement le fait que vous étiez allé voir les BU pour dire, ok, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous et finalement, ça part plus comme à l'époque du service inno qui vient ensuite driver des innos au sein des équipes. Il y avait un changement de mindset qui était intéressant, qui était de dire, on va voir les BU pour dire qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, et puis on revient ensuite pour essayer de les développer, pour voir les limites, pour voir les échecs. Je trouvais que ce changement-là était intéressant. Je ne sais pas si tu veux nous en parler 20 secondes. Oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment la façon dont on travaille. Il y a certes un cadrage par le haut, mais il y a vraiment écouter aussi à la fois les métiers et à la fois les collaborateurs. Il y a un peu ces deux niveaux. Pour cadrer les cas d'usage, on est allé voir chaque métier pour connaître leur réalité de qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes de productivité. Demain, se tourner vers le client encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et comment l'IA permet de faire. Et après, sur l'histoire des collaborateurs, nous, très concrètement, on met en place une formation en cascade, c'est-à-dire qu'on sélectionne des têtes de pont dans les métiers qu'on identifie appétents et puis capable aussi de former d'autres personnes. Et puis, on les forme. Et ensuite, on a une formation en cascade qui descend jusqu'en bas. Tous les collaborateurs seront exposés, formés à l'IA générative, puisque c'est un modèle participatif dans lequel on croit assez, effectivement. Ok. Raphaël, pardon, je te redonne la main parce que je ne sais pas si tu avais fini, mais en tout cas, quelles sont concrètement les réponses majeures dans les boîtes qu'apporte l'IA aujourd'hui, toi, si tu devais en citer 2 ou 3 Ouais, écoute, je pense qu'on les a déjà cités. Il faudra qu'on reparle des RH, de l'enjeu des RH sur les métiers et les compétences, mais je pense après, en rebondissant sur Roxane. Je pense que les cas d'usage, on les a finalement déjà cités. Productivité, Ouais, c'est ça. voilà, back-office. Meilleurs usages clients, finalement, des agents conversationnels pour mieux adresser les clients. Et si on s'éloigne un peu de l'IA générative, c'est vraiment tout l'enjeu de la bonne data au bon moment pour prendre la décision. Avec un exemple que moi j'aime bien avoir depuis des années. Alors c'est hors du retail, mais chez Air France, le personnel navigant a sur sa tablette, grâce au numéro de siège, l'info de chaque passager. Et si tu as un problème à bord de l'avion, le personnel navigant a le pouvoir eux-mêmes de t'attribuer des miles en live plutôt que d'attendre et d'écrire quand tu atterris au service relation client en espérant.
comme ça, ils traitent le problème tout seuls et ils ont toute la data au bon moment et avec des aides visuelles en disant c'est un client qu'il faut fidéliser ou c'est un client qui n'est pas stratégique pour nous, donc up to you de décider d'attribuer des miles ou pas. Rappelez-vous combien coûte un miles à la compagnie. Donc la bonne data au bon moment sur l'IA en général, c'est quelque chose qui est vraiment travaillé partout dans les entreprises et c'est ce qu'on voit partout. Et l'IA générative au service de la productivité et d'une expérience client plus conversationnelle. Mais Julien en a parfaitement parlé. Je ne vais pas paraphraser ce qu'il a déjà dit. Alors du coup, effectivement, on parle beaucoup de data, donc je vais donner la main à Nicolas, parce que sur cette expérience client-utilisateur, effectivement, toi, comment tu vois parce que il va falloir, Raphaël le disait, trouver le bon message au bon moment, ou en tout cas d'avoir le bon produit dans les bonnes mains. Alors là, c'est toujours cet enjeu du commerce, de trouver l'alignement entre l'offre et la demande. Comment tu vois, toi, cette évolution-là et cette capacité à être au bon moment, au bon endroit avec l'IA, puis peut-être les risques que ça peut engendrer? Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait sur la partie marketing, en tout cas de manière artisanale, qui maintenant vont être industrialisées. Donc effectivement, dès qu'on industrialise quelque chose, l'IA, c'est un peu l'industrialisation de l'intelligence. Il faut avoir un contrôle qualité derrière, parce que dès que tu sors des choses en série et en gros volume, il y a plein d'enjeux qui se posent, effectivement, sur les biais en tout genre, ratio de genre, etc. Il y a des problèmes de copyright, il y a des problèmes de cybersécurité, de propriété intellectuelle, de données privées. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut effectivement encadrer tout cela. Néanmoins, moi, je pense qu'un des gros atouts, c'est surtout l'accélération du go-to-market. On voit des outils qui sortent avec Typeface, avec Jasper, qui permettent aux marketeurs de tout de suite faire tout un tas de déclinaisons d'un même message, de traduire à la volée, de pouvoir envoyer des campagnes un peu dans différents pays et d'avoir, par exemple, généré un plan média qui va être tout de suite avec un calcul de ROI, qui va s'adapter aux circonstances spécifiques du moment, qui va adapter le message, éventuellement même la direction artistique en fonction d'enjeux culturels de chaque géographie. Donc tout ça, ça me paraît quand même très intéressant, cette possibilité de décliner un message dans des millions d'options différentes et de pouvoir voir ce qui fonctionne le mieux et adapter en temps réel ton marketing. C'est un petit peu la même chose pour tout ce qui va être e-commerce, finalement. Un des gros atouts, c'est pouvoir générer des fiches produits, des visuels produits assez facilement sur des gros volumes, traduits dans différentes langues, éventuellement les adapter à son audience. Ça peut être des choses très simples, mais c'est évident que quelqu'un qui va venir faire du shopping, qui a 19 ans, il ne va pas attendre qu'on s'adresse à lui de la même manière que quelqu'un qui a 55 ans, par exemple. Ça, c'est assez facile à comprendre. Et puis, dernier point, je pense, qui est vraiment intéressant, et c'est particulièrement aussi, je pense, à un point sur lequel iAdvise a fait ses preuves, c'est tout ce qui va être d'aller faire du shopping finalement en partant d'un besoin global, c'est-à-dire je me mets au golf, fais-moi une sélection de produits dont je vais avoir besoin pour pouvoir commencer. Je pars en vacances, fais-moi une sélection. J'ai telle ou telle préférence alimentaire, je vais sur un e-commerçant de produits alimentaires, fais-moi une sélection en fonction de qui je suis. Donc ça va être aussi l'occasion de faire des choses qui sont beaucoup plus naturels en termes d'interface homme-machine. Et donc là, la donnée est clé, parce que finalement, si on a très peu de données sur le client ou sur notre cible, on va se retrouver finalement à faire de l'A/B testing comme des malades sur un jeu de données qui est à peu près le même, c'est-à-dire ChatGPT. Et finalement, derrière, on va se retrouver... Est-ce que le risque, c'est pas l'uniformisation, en fait? Si on a de l'A/B testing à outrance et qu'on va aller chercher de la performance dans le moindre message, c'est que finalement, on se ressemble tous, parce que en fait, on n'a pas un jeu de données suffisant pour caractériser l'audience et donc réussir à avoir ce petit supplément d'âme qui fait qu'il y a
C'est pour ça que cette le émotion. contrôle humain derrière est très important. Moi, j'aime bien l'idée de copilote. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est pas la machine qui part en roue libre et qui fait tout ce qu'elle veut, parce que là, on l'a vu avec les hallucinations et autres, ça peut donner des résultats qui vont avoir un impact très négatif sur la marque. L'idée, c'est de faire travailler les deux. C'est-à-dire, la machine produit en série des choses, et à la fin, c'est l'humain qui fait du cherry picking et qui choisit véritablement les choses qui ont un intérêt. Ok, ça marche. Merci Nicolas. On va terminer. Alors désolé du coup, chers amis, on avait préparé une troisième partie, mais je vois que voilà, le temps passe, donc désolé, on la gardera pour nous, ou on se la rejouera sur une autre émission. Mais on va terminer avec Olivier. Olivier, du coup, j'ai une double question. C'est est-ce que finalement, si on se rend compte que l'enjeu des bases de données clés pour avoir aussi travaillé dans pas mal de boîtes sur les sujets de data, je me rends compte que c'est quand même complexe aujourd'hui, le sujet de la data dans les entreprises. Donc, est-ce que aujourd'hui, si on se dit finalement l'intelligence est dans la capacité à avoir de la data aussi personnelle, est-ce que c'est pas quasiment trop tard? Et puis, est-ce que aussi il n'y a pas une limite à faire grossir ces bases de données? Est-ce qu'à un moment donné, comment tu vois toi cette arrivée de ces personnalisations à avoir pour peut-être chaque IA aura une compétence, une capacité spécifique? Alors, c'est sûr que la qualité de la donnée, elle est au cœur, hein, que ça soit sur du génératif ou sur du non génératif. Ça, c'est une certitude. Et aujourd'hui, en effet, simplement pour recontextualiser, en effet, moi, ce que je vois, c'est qu'en effet, on a un niveau de maturité dans nos discussions qui est quand même assez élevé. Moi, je vois quand même qu'il y a un gros décalage encore aujourd'hui. Même chez des retailers, middle market, alors il y a des gros acteurs type Carrefour, etc., qui ont pleinement mis les pieds dedans, donc ils sont à part ceux-là. Mais globalement, je trouve que le niveau de maturité en fait est quand même assez moyen, et moyen par rapport en fait à la rapidité à laquelle se développe en effet l'expertise autour de l'IA. Il y a une fusée d'un côté, en effet, il y a une prise de conscience très claire. Mais de là, de cranter en effet sur des choses opérationnelles, des choses en effet qui sont, et ça c'est la clé, qui soient rentables pour l'entreprise, notamment dans le retail aujourd'hui, parce que le retail aujourd'hui, c'est pour beaucoup, il y a une notion d'instinct de survie, on recherche des leviers de croissance qui sont quasiment court terme. Quand je dis court terme, c'est semaine prochaine. Donc il y a ce décalage en effet qui apparaît. Et un des facteurs notamment importants, bon, il y a cette notion d'acculturation, en effet, on en a parlé, de formation qui est fondamentale au niveau des collaborateurs. Il y a aussi en fait cette profusion d'informations sur la data structurée, sur la data non structurée, qui fait qu'il y a un niveau de complexité en fait au niveau de la gestion des données au sein des entreprises qui grève quelque part un petit peu potentiellement en fait des cas d'usage qui seraient développés. Donc il y a des gros enjeux en effet, notamment avec, parce que GPT et en effet, hein, c'est arrivé globalement, le gros travail sur de la donnée non structurée, c'est-à-dire du texte, de la voix, etc., ça fait 5, 6, 7 ans maintenant que ça a vraiment cranté au sein des entreprises, mais ça a quand même apporté un niveau de complexité assez important au niveau des architectures techniques. Et en effet, l'enjeu en fait qui se situe beaucoup en effet sur l'architecture, sur la gouvernance de la donnée, sur l'accès à la donnée. Et aujourd'hui, il y a des gros chantiers en fait à ce niveau-là, et il y a des grosses difficultés en effet à avoir une feuille de route qui soit relativement claire. D'autant plus que là-dessus, on en a assez peu évoqué. Il y a beaucoup de solutions qui arrivent le marché. Le marché est très peu lisible aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas, on parlait au niveau du NRF, quand vous allez au CES, quand vous allez même au salon de l'IA sur Paris, Vivatech, etc. C'est extrêmement compliqué, même en tant qu'expert, en fait, de savoir qui fait quoi. Donc, il y a un vrai sujet en fait de lisibilité du marché à travers en effet toutes les solutions qui sont proposées. Mais le gros enjeu en effet aujourd'hui, le gros enjeu au niveau des boîtes, en effet, c'est de rationaliser l'information, de prendre en compte aussi les contraintes qui sont liées au RGPD, qui sont liées au cookieless, qui réduisent en effet l'information, qui fait que les entreprises vont se concentrer beaucoup sur de la donnée appropriée, propriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire sur des données first party. Il y a des gros enjeux, il y a un niveau de complexité qui est quand même assez important à ce niveau-là. Et en effet, s'il n'y a pas de data, derrière, on ne peut pas activer des modèles en effet d'IA. Il y a un dernier point aussi qui est assez peu évoqué aujourd'hui, il y a un chiffre, moi, qui m'a... Alors, c'est une prévision, c'est une estimation, mais on estime fin 2026, en fait, où 90% des contenus, en effet, sur le digital, sur Internet, en fait, sera généré par une propre IA.
Donc il y a des vrais sujets, on parle d'IA générative, mais j'ai envie de parler d'IA dégénérative aussi, sur des IA qui vont boucler sur des informations qui vont être générées par une IA. Et en effet, ça s'est démontré par des data scientists, le taux d'hallucination dans ce cas-là, en fait, se dégrade et on arrive à des choses qui sont incohérentes. Et ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet au niveau aussi notamment sur la partie générative, en fait. Si on se projette dans 10-15 ans, le génératif, il va s'opérer même pas sur 10-15 ans, sur 5, 6, 7 ans. On va opérer sur quelle matière, en fait, et ça, c'est un énorme sujet. Ok, bon, merci Olivier. On termine par des questions, c'est parfait. Je vous propose de refaire un dernier tour de table puisque tout le monde est encore là et merci beaucoup. Il est 12h30, promis, on vous prend encore 1 minute. Si vous voulez faire un dernier tour de table, peut-être pour nous, alors c'est toujours un jeu qui est complexe, hein, mais peut-être nous dire un peu votre vision, comment vous ressentez un peu les prochaines années à venir. Comment il vous semble ou en tout cas, ou ça peut être une question que vous pouvez poser aussi, quelle est la bonne question à se poser pour l'avenir. En tout cas, je vous laisse un peu carte blanche pour terminer et je vais faire un petit tour de table pour voir un peu comment vous ressentez les choses. Est-ce que Roxane, on commence par toi ? Allez, je commence. Non, si en conclusion sur l'avenir, je pense que déjà, on l'a constaté là pendant ces discussions, l'IA va être globalement généralisée dans les usages des retailers minima en back-office. Et ensuite, sur l'avenir du retail dans ce contexte-là, moi, je pense, et c'est une conviction assez forte, c'est que l'humain va quand même rester au cœur de l'expérience retail. L'IA ne va pas totalement se remplacer le côté humain de nos métiers, et j'ai envie de dire heureusement. Et d'ailleurs, l'avenir, on le subit pas, on le décide. Et nous, c'est quelque chose qu'on porte fortement, c'est qu'on fait de l'innovation, mais sous condition. Et aujourd'hui, on met l'IA au service de l'humain et pas l'inverse. Donc voilà, c'était peut-être un peu le point. Non, mais c'est canon. Merci Roxane. Julien, tu veux poursuivre ? 2023 a été une année d'expérimentation. 2024, c'est le passage en production. Et peut-être quand même être conscient qu'on a quand même beaucoup de chance de vivre cet avènement technologique. On est au début de quelque chose qui est quand même assez incroyable et il faut quand même qu'on soit conscient de la chance qu'on a de pouvoir manipuler ces sujets. Super, merci Julien. Raphaël. 2 phrases. Là, j'interpelle les RH. Il y a des RH ici dans la salle qui nous écoutent et les métiers du marketing, les deux ensemble. Anticiper dès maintenant l'évolution des métiers et des compétences. C'est vrai pour tous les métiers, mais c'est particulièrement vrai pour le marketing en termes de gains de productivité. Ça va y avoir des impacts sur qui va faire quoi, comment, quelles compétences demain, et est-ce que des métiers vont être moins représentés, et du coup, qu'est-ce qu'on en fait pour pas qu'il y ait de casse sociale. On commence à venir nous chercher sur le sujet chez Talentco, mais pas assez par rapport à l'ampleur du sujet. Donc vraiment, ça fait partie. Si on veut effectivement que l'IA soit au service de l'humain et pas l'inverse, comme Roxane disait, il faut anticiper dès maintenant ces métiers, ces compétences. Ok. Nicolas, de ton côté ? Alors moi, 2 choses. La première, c'est qu'on est un petit peu passé avec les Gen AI de la voiture de papa à la Formule 1, mais bon, finalement, tout le monde a la Formule 1. Donc, qu'est-ce qui va être l'avantage compétitif d'une marque par rapport à une autre? Eh bien, je crois que ça sera la bonne gestion de sa donnée et la bonne structuration de sa donnée, parce que c'est un petit peu le carburant sans lequel la Formule 1 n'avancera pas. Ça, c'est constat un petit peu terre à terre, et je finirai par une note un petit peu plus philosophique, c'est que finalement, avec cette technologie, on va pouvoir automatiser énormément de choses qui sont répétitives. Beaucoup de métiers, ou en tout cas de parties du travail qu'on fait qui sont mécaniques vont pouvoir être pris en charge par cette technologie, et finalement ça va nous amener à nous poser une question fondamentale, c'est quelle est notre valeur ajoutée en tant qu'être humain. Et voilà, on va vous pouvez la noter celle-là, vous pouvez dormir dessus, elle est importante. Et on termine avec Olivier. Oui, tout à fait. Alors, je vais faire très rapide en fait. Moi, je pense que, à mes yeux, en fait, on est sur des enjeux, pour rebondir sur ce que disait Raphaël, au-delà des RH au niveau de l'entreprise, on est clairement en fait sur des enjeux sociétaux, philosophiques,
par rapport à l'évolution. Pour moi, en fait, l'arrivée, en effet, on dit l'arrivée, mais c'est arrivé depuis un petit moment, hein, l'IA, ça fait de nombreuses années, en effet, que c'est en gestation, en effet, dans les laboratoires. Je pense qu'on est bien au-delà de l'arrivée des réseaux sociaux, bien au-delà de l'arrivée, de développement du digital. On est vraiment un cran au-dessus. On parle d'une nouvelle technologie et je pense que si on suit sur les fameuses cours de Gartner l'évolution de l'IA générative, je pense qu'on est en train de complètement de casser ce modèle en fait. Et je pense on est bien au-delà, on est très au-dessus en effet des impacts et les impacts ils sont extrêmement lourds. Et ça dépasse l'arrivée, on va dire, du digital, l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux. C'est beaucoup, beaucoup plus haut que ça, en fait. Et c'est pour ça que les enjeux, ils redescendent sur des enjeux RH au sein des entreprises, mais ils sont vraiment sur des enjeux qui sont sociétaux, parce qu'il y a une notion de substitution. Hein. C'est la première fois qu'on a une techno qui vient se confronter qui vient de challenger l'être humain, en fait. Et on est à ce stade-là. Et quand on voit, en effet, la partie générative qui est arrivée il y a 5 ans, on rigolait du génératif. Aujourd'hui, quand on voit la qualité, même s'il y a de l'hallucination qui monte quand même relativement haut, aujourd'hui, les GAFAM, ils sont à 2-3% d'hallucination. On reste très faible et tout ça, ça va tendre tranquillement vers 0%. Et aujourd'hui, en effet, le génératif, il est quelque part vertical, il est monotâche. Dans les labos, aujourd'hui, ils réfléchissent en effet à des approches beaucoup plus contextualisées pour prendre en compte tout un contexte, en fait, et avoir une vision très transversale, en effet, du génératif. Donc, je pense et c'est pour ça que la Commission européenne se pose sur ces sujets avec de l'IA Act, et je pense que l'enjeu, il est à ce niveau-là. Et je pense que les entreprises n'ont pas complètement intégré de la lame de fond qui est en train d'arriver, et c'est pour ça qu'il faut vite s'acculturer, parce que c'est pas une nouvelle techno qui arrive, hein. C'est un nouveau logiciel, un nouveau paradigme qui arrive. Moi, c'est ma vision et je la partage avec beaucoup de personnes qui travaillent sur ces sujets-là et c'est une lame de fond. C'est une lame de fond, il faut vraiment l'intégrer. Hein. Bon, merci à tous. Merci à tous les 5 pour avoir accepté de faire cette première émission, parce que c'était une première pour nous tous. Merci d'avoir joué le jeu. Et merci pour tous vos partages, parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. Je rappelle que nous étions avec Roxane Legge, directrice stratégie et innovation client et performance commerciale du groupe Fnac Darty, Julien Hervouet, fondateur CEO d'iAdvise, Nicolas Jambin, Principal Digital Customer Experience de Capgemini, Raphaël Caton, directeur général associé de Talenco, et Olivier Mazuel, fondateur de Bond Partner. Un énorme merci à vous 5, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon appétit. Nous, on se retrouve le 23 février où on parlera des médias. Et donc, d'ici là, on va vous publier pas mal de contenu et puis vous retrouvez nos 5 invités. Je vais vous mettre les liens pour les retrouver. Merci à tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée, un très bon week-end. Ciao. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.